Impeccable. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous être connectés pour participer à cette réunion d'information publique sur les retraites, sur la fiscalité des Français de l'étranger, sur les cartes vitales. Cette réunion est organisée par Madame Francine Watkins, conseillère des Français de l'étranger, avec comme invité aujourd'hui le sénateur Jean-Yves Lecomte. Pour ma part, je m'appelle Thomas Brossat, je fais partie de l'équipe de Francine Watkins et avec Yann Alexandre Girard, je serai l'animateur de cette réunion. Donc juste avant de commencer, au niveau du format, on va passer 1h30 ensemble, il va y avoir des questions-réponses, l'ensemble de la réunion sera faite avec micro coupés, simplement pour des questions de confort, pour éviter les petits bruits parasites. Donc assurez-vous, s'il vous plaît, que votre micro soit bien coupé. Cette réunion est enregistrée, donc si jamais vous ne voulez pas avoir votre visage sur l'enregistrement, n'oubliez pas de couper votre vidéo. Et évidemment, donc, il y a toute une équipe ici qui est à votre écoute. N'hésitez pas à préparer vos questions par écrit dès maintenant et à nous les envoyer dans le chat. Pour l'agenda de cette réunion, donc, il va y avoir un mot de bienvenue de Francine Watkins, suivi d'un exposé du sénateur Jean-Yves Lecomte. Ensuite, que ce soit moi ou Yann Alexandre, nous allons poser les questions que nous avons reçues par email et aussi les questions du chat. Si on a le temps, on va vraiment essayer de poser un maximum de questions, vos questions. Et enfin, une petite conclusion aussi de Francine à la fin. Sur ce, je laisse la parole à Madame Francine Watkins, conseillère des Français de l'étranger. Merci Thomas et bonjour, bienvenue. Donc, je m'appelle Francine Watkins et je suis votre conseillère des Français de l'étranger pour l'Ontario et le Manitoba. J'aimerais tout d'abord vous remercier de vous être inscrits aussi nombreux à notre cycle de conférences. Nous sommes ravis de constater que les sujets que nous vous proposons suscitent un tel engouement de votre part. Je voudrais aussi saluer l'équipe qui m'accompagne et qui travaille en coulisses. Donc, Yann Alexandre Girard, qui est cadre hospitalier universitaire, Solange Strom, qui ne peut pas être aujourd'hui parmi nous, mais qui est chef d'entreprise et conseillère du commerce extérieur, Thomas Brossin, qui est spécialiste des ressources humaines, Sabine Soumaré, qui est directrice des communications et du marketing au Diversity Institute, Frédéric Rivière, directeur d'école, et Bénédicte Bruder, interprète de conférence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui interviendra sur le thème fiscalité, retraite et carte vitale, le point. Il répondra bien entendu ensuite à vos questions. Ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris, le sénateur Jean-Yves Lecomte a été le fondateur et le dirigeant de sociétés en Pologne et en Ukraine de 1992 à 2011. Élu en 1994 pour représenter les Français vivant en Europe centrale et orientale à l'Assemblée des Français de l'étranger, il a été élu vice-président de cette assemblée en 2008, puis sénateur le 25 septembre 2011. En 2017, il a été réélu pour un second mandat de 6 ans. Au Sénat, il est membre de la Commission des lois et secrétaire de la Commission des affaires européennes. Au cours des dernières années, au-delà des questions relatives à l'action envers les Français de l'étranger, il a travaillé sur les questions de migration, de terrorisme, de sécurité, sur le droit d'asile, la législation électorale et les réformes institutionnelles, ainsi que les questions européennes, les relations de l'Union avec ses voisins, l'état de droit dans l'UE et l'action de l'Union relative au climat. Sans plus tarder, je cède la parole au sénateur Jean-Yves Lecomte. Merci Francine et merci aussi à toute ton équipe et merci à vous tous d'être présents pour cette réunion d'échange sur des sujets qui nous mobilisent assez souvent, puisque finalement, en fait, lorsqu'on vit à l'étranger et qu'on a les représentants des Français qui vivent à l'étranger travaillent bien
entendu sur toutes les politiques publiques qui touchent les Français qui vivent hors de France. Et par conséquent, les questions en particulier de protection sociale, de droits sociaux en France, de taxation, de droit à la retraite, de poursuite de capacité à poursuivre ces cotisations lorsqu'on vit à l'étranger sont des sujets qui reviennent très souvent parmi les questions qui nous sont posées. Donc, j'y travaille assez souvent, même si ce sont des domaines compliqués, où systématiquement intervient la législation et les principes du pays de résidence, les principes et la législation française, parfois des législations européennes, parfois ça se conjugue, parfois ça s'oppose. Il y a des conventions internationales qui sont au-dessus des législations qui parfois sont correctement appliquées, parfois moins bien appliquées. Et donc, c'est un sujet sur lequel, en particulier lorsqu'il s'agit d'application des conventions fiscales, il y a malgré tout besoin, au-delà de ce que moi je peux connaître, c'est-à-dire les grands principes côté français, et je pense qu'il faudra que je fasse appel à l'ensemble, à Francine et à son équipe pour un certain nombre de sujets qui sont plus précis sur le Canada, parce que moi je peux connaître les principes généraux de coopération et les principes généraux en France. Par contre, l'application de la législation canadienne, des impôts canadiens et même de la convention de non-double imposition entre la France et le Canada, Francine et son équipe ont plus de pratique que moi. Ça va être la même chose du côté de la pratique sur la convention de sécurité sociale entre les deux pays. Même si là encore, s'il y a des difficultés dans la manière de la mettre en œuvre, c'est notre rôle que d'intervenir. L'autre remarque que je voudrais commencer par dire au début de cette intervention, avant de rentrer un peu plus dans les détails, c'est que même si je connais les principes généraux et que nous pouvons, avec mon collaborateur qui suit, Christian Castagnin, qui suit aussi ce webinaire, intervenir sur des cas particuliers, sur des dysfonctionnements, sur des blocages, il y a malgré tout, en particulier sur tout ce qui concerne les questions fiscales, dans un certain nombre de situations, nous ne pouvons pas être considérés, que ce soit moi ou les conseillers des Français de l'étranger ou toute autre équipe, on ne peut pas être considérés comme des conseillers fiscaux parce qu'on peut connaître les principes, mais la mise en œuvre spécifique, c'est pas toujours, ça va pas toujours être le cas. Donc, je préfère le dire d'abord. Et puis après, on reviendra sur les différents sujets. Alors, question impôts, question protection sociale. D'abord sur les taxes. Que dire sur l'imposition? C'est un sujet qui a, pour ce qui concerne la taxation des non-résidents, a fait couler pas mal d'encre au cours de la dernière année parce que on a mis en place en France en 2019 la retenue à la source pour les revenus, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est une innovation complète en France, hein, ça a mis très longtemps, c'était un projet du quinquennat précédent, hein, de François Hollande, qui s'était engagé à mettre en place cette réforme de la retenue à la source, qui finalement, compte tenu de la technicité des choses, a mis longtemps à se mettre en place et est arrivé en 2019. Pourtant, certains Français qui vivent hors de France, qui avaient des revenus, certains types de pensions à l'étranger, étaient déjà soumis à ce type d'imposition par quelque chose qui n'était pas le prélèvement à la source, mais la retenue à la source. Et le gouvernement a voulu finalement essayer de mettre un cadre général pour tout, alors que ce n'était pas possible, qui conduisait à ce que la retenue à la source, qui était auparavant appliquée à des non-résidents sur un certain nombre de types de revenus français, augmentait beaucoup l'imposition. Donc, nous avons protesté pendant plus d'une année sur le sujet. Nous avons d'abord voté un moratoire. L'année suivante, nous avons voté un deuxième moratoire. Tout cela pour arriver au mois de juillet dernier devant le ministre du Budget qui nous a remis un rapport très circonstancié et assez pédagogique sur la question de l'imposition des non-résidents, rapport qui est sur mon blog et qui, en fait, éclaire
assez précisément, tous ceux qui s'intéressent à l'imposition et qui veulent comprendre comment fonctionne l'imposition des non-résidents, je vous conseille la lecture de ce rapport parce qu'il est assez pédagogique. Les exemples que le gouvernement prend sont finalement des exemples que le gouvernement a choisis pour démontrer la justesse de sa politique, mais donc ça c'est de bonne guerre, mais les principes généraux qui sont exposés et la manière de faire, c'est assez bien fait. Donc, j'en recommande la lecture pour ceux qui veulent rentrer vraiment dans le détail. C'est un rapport qui est sorti en juillet et qui est mis sur mon site depuis fin juillet ou début août 2020. Donc, sur ce sujet, principes généraux, même si les principes généraux, ils sont dans la convention de non-double imposition entre la France et le Canada, vous êtes toujours résident fiscal quelque part. Deuxièmement, si vous avez, et ça c'est un principe général, il faut bien entendu vérifier parce qu'il peut aussi y avoir des exceptions, finalement sur des bases qui sont toujours un peu, enfin on pense toujours impôt sur le capital, impôt sur le revenu, mais il peut y avoir d'autres types d'impôts qui peuvent aussi arriver en ligne de compte. Sur l'imposition sur le revenu, le principe général, parce que en fait, même s'il y a des conventions fiscales entre la plupart des pays du monde, de non-double imposition, en fait, cette non-double imposition, elle va chercher sa source où on se dit, bon, d'abord, vous êtes toujours résident fiscal quelque part. Deuxièmement, a priori, on considère que quand dans un pays, vous avez un revenu, vous devez payer un impôt dans ce pays. Mais alors, si vous avez des revenus français et que vous habitez au Canada, vous allez payer un impôt en France, vous allez déclarer vos revenus au Canada, et probablement le Canada va vous demander l'ensemble de vos revenus mondiaux. Et que faire et va vous taxer dessus. Et que faire de ce que vous avez payé en France. Et cette convention de non-double imposition, elle permet elle autorise le Canada, s'il veut, à vous demander vos revenus mondiaux, mais elle s'engage finalement, cette convention, à ce que vous avez déjà payé en France sur les revenus français que vous allez déclarer au Canada parce que vous êtes résident au Canada et donc résident fiscal au Canada, ce que vous avez payé en France, vous allez pouvoir le déduire. Et la réciproque est vraie aussi. Sauf que dans la convention fiscale entre la France et le Canada, il me semble que vous ne pouvez pas déduire l'impôt canadien, mais l'équivalent de l'impôt français que vous auriez payé sur ce type de revenu. Bon, mais ça, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas un conseiller fiscal. Je peux vous donner les grands principes, mais après, il faut vraiment regarder le détail. Mais le principe général de convention fiscale, c'est de se dire, de toute façon, on est toujours résident fiscal quelque part, et dans le pays dans lequel on est résident fiscal, le pays a toujours la capacité de vous imposer sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Et donc, comment faire si le pays, vous avez eu certains revenus, vous a déjà imposé? Est-ce que vous allez payer deux fois ou est-ce que finalement, on va considérer ce que vous aviez payé dans le pays où vous avez eu des revenus, va aller en déduction de ce que, dans le pays où vous êtes résident fiscal? Il peut y avoir des situations particulières. C'est aussi un sujet, et avec Francine, on en a un petit peu parlé, parce que finalement, quand on habite au Canada, ses numéros de téléphone commencent par +1, comme aux États-Unis, et que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un principe d'imposition mondiale, c'est-à-dire que toute US personne, mais pas simplement les citoyens américains, mais tous ceux qui ont un lien avec les États-Unis, doivent, même s'ils n'habitent pas aux États-Unis, faire une déclaration aux États-Unis. Et il y a un moment où les banques françaises, compte tenu des accords entre la France et les États-Unis, doivent envoyer des informations aux États-Unis sur les avoirs des personnes qui sont des US personnes. Et dès que vous avez un téléphone en +1, il y a des banques qui vous prennent pour une personne qui est taxable aux États-Unis, et donc en fait, ils vont vous demander des informations en plus. En tout état de cause, c'est ce principe général on est toujours résident fiscal quelque part, il s'applique à tout le monde. Et donc, en fait, les conventions de non-double imposition sont justement là pour éviter que lorsque vous payez de l'impôt une fois, vous n'allez pas le payer une deuxième fois dans l'autre pays. Mais après, c'est toujours conjugué un peu différemment suivant les pays. Les points chauds actuels de l'imposition sur les non-résidents. Alors d'abord, une chose, j'ai vu aussi qu'il y avait des questions sur les comptes bancaires. Un compte bancaire, quand vous êtes
non résident et que vous avez un compte en France, c'est un compte non résident. Si vous êtes résident fiscal en France et que vous avez des comptes à l'étranger, ce n'est pas interdit. Par contre, vous avez l'obligation de les déclarer. Les déclarer, vous n'allez rien payer dessus, mais vous dites que vous en avez. Et j'imagine qu'au Canada, si vous êtes résident fiscal au Canada, on va aussi vous demander si vous avez des comptes à l'étranger. Donc, si vous avez des comptes en France, il faut, le cas échéant, les déclarer. Mais ça, je ne connais pas la législation. Donc, ça, puisque j'ai vu une question dessus, je l'évoquais. Parmi les points chauds, il y a la question de la retenue à la source qui nous a beaucoup agité parce que la retenue à la source qui existait avant la mise en place du prélèvement à la source pour certains types de pensions pour les personnes qui étaient pensionnées et vivaient à l'étranger, cette retenue à la source, s'il était supprimée et remplacée par les principes généraux du prélèvement à la source, elle était très défavorable pour un certain nombre de personnes qui vivaient de ces revenus qui étaient souvent des revenus pas très élevés et qui voyaient leur taxation parfois multipliée par 10 ou 20. Donc, après une bataille de quasiment 2 ans, menée particulièrement au Sénat, et pour laquelle finalement réforme qui avait été voulue par les députés En Marche des Français de l'étranger, que ce soit Mme Gentek, que ce soit M. Lescure et les autres. Finalement, au bout de 2 ans, ils se sont quand même rendus compte que ça posait beaucoup de difficultés et ça avait engendré beaucoup de réactions et ça allait mettre en difficulté beaucoup de gens. Donc, ils ont abandonné cette réforme. Ils ont annoncé qu'ils allaient probablement l'abandonner en juillet 2020 et l'ont définitivement arrêté lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, donc à l'automne dernier. L'autre point chaud, c'est toujours la CSG-CRDS. CSG-CRDS qui a été votée en 2000. Alors, CSG-CRDS qui aujourd'hui s'applique pour les revenus immobiliers que vous avez éventuellement en France et qui sont donc soumis à la fois à l'impôt et à la CSG-CRDS. CSG-CRDS qui a été imposition à la CSG-CRDS qui a été déclarée non conforme au droit européen pour les personnes qui vivent dans l'Union européenne. Mais puisque le Canada n'est pas dans l'Union européenne, vous continuez à les payer si vous avez, le cas échéant, des revenus immobiliers en France et bien entendu, de manière pas du tout illégitime, la plupart d'entre vous, j'imagine, considèrent que c'est une inégalité devant l'impôt, ce que je partage. Nous défendons ces principes au Sénat, mais malheureusement, ces principes ne sont pas repris à l'Assemblée nationale par la majorité gouvernementale. Et pour que cette imposition n'ait plus cours, il faudrait que l'Assemblée nationale partage le point de vue du Sénat. Sur les questions d'impôt, je vous dirais encore une chose, c'est plus une question pratique. Dès que vous êtes contribuable en France, vous avez un espace personnel. Et à partir du moment où vous avez un espace personnel, vous avez un compte France Connect qui vous permet de vous connecter sur l'ensemble des sites qui peuvent nécessiter France Connect. De manière un peu indirecte, et ça, on pourra envoyer les éléments à Francine si elle le souhaite et à l'équipe pour pouvoir ensuite que ce soit diffusé. Sachez qu'il est possible, même lorsque vous n'avez pas d'obligation fiscale en France, d'ouvrir un compte France Connect par le truchement de la direction des non-résidents. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une obligation fiscale non nulle pour bénéficier de la possibilité par France Connect, par la DINR, d'obtenir un compte France Connect. Comme je sais que c'est une préoccupation que parfois certains ont de disposer d'un compte France Connect, sachez que c'est toujours possible quand on est français et qu'on vit à l'étranger, même quand on n'a pas d'obligation fiscale particulière vis-à-vis de la France, parce qu'on n'a pas de revenus français. Deuxième gros sujet de cette réunion, les questions de protection sociale. Question de retraite, question d'assurance maladie. Question de retraite, ça je pense que le mieux c'est de venir éventuellement à des questions parce que les choses peuvent être très variées. Ce que je pourrais dire rapidement, c'est que ce qui nous a beaucoup mobilisés au cours depuis la crise Covid, et depuis qu'on sait
que la réforme de retraite qui était envisagée et qui aurait pu avoir des répercussions pour les retraites à l'étranger est abandonnée. On ne travaille plus sur la question de la réforme des retraites, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de questions sur la réforme des retraites appliquée à l'étranger. Mais à partir du moment, voilà, le sujet depuis maintenant, donc à peu près un peu plus d'un an, c'est d'abord la question des certificats de vie. Et donc, question des certificats de vie, parce qu'initialement, vous savez, le système de retraite en France, il y a le retraite du régime général, il peut y avoir des retraites de la fonction publique, il y a des retraites complémentaires, il y a énormément de caisses de retraite, et chaque caisse de retraite pouvait demander à des moments variés et aléatoires des certificats d'existence pour pouvoir être sûr que la personne à qui elle versait sa pension était toujours en vie. Ça fait longtemps que les élus demandent à ce qu'il y ait une mutualisation et que les demandes ne soient pas aléatoires. Parce qu'encore avec le Canada, ça marche à peu près bien. La poste ne dysfonctionne pas et ce n'est pas compliqué. Ceci étant, quand vous avez une pension française et que vous êtes dans un pays où la poste dysfonctionne totalement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont, par exemple, en Afrique du Nord, qui sont dans des pays, des pays où la poste dysfonctionne. Et comment voulez-vous si vous ne savez pas, si c'est de manière aléatoire qu'on vous demande un certificat de vie, comment voulez-vous être sûr que vous avez bien envoyé les documents si vous ne savez jamais combien de fois on va vous en demander par an et s'il faut en envoyer une dizaine. Et si à chaque fois, en plus, il faut faire la queue, que ce soit au consulat, que ce soit auprès d'une autorité locale, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on se battait pour mutualiser et pour permettre que ce soit fait de manière numérique, c'est-à-dire que la demande ne soit pas systématiquement envoyée par la poste et qu'il puisse aussi être possible de renvoyer les certificats d'existence de manière dématérialisée, tout en sachant qu'il peut y avoir des méthodes encore plus intelligentes que ça pour vérifier que la personne vit toujours. En France, on n'a pas besoin de ça pour les pensionnés français, puisqu'il y a un accord avec l'état civil et que c'est suivi. Que c'est mis en place dans certains pays européens qui n'exigent plus de certificat de vie. Donc, mais en tout cas, la mutualisation a été mise en place. Toutefois, elle est très défaillante. Et c'est pour ça que la mutualisation, la dématérialisation, qui sont plutôt des choses qui sont bien, parce que ça permet d'ouvrir de nouvelles possibilités, et ben, en réalité, la pratique et la mise en œuvre des dispositions fait que parce que ça ne s'est pas passé en collaboration avec les élus en particulier. Nous, on a forcé à la réforme, mais une fois qu'on a forcé à la réforme, l'administration l'a mis en œuvre toute seule sans nous demander notre avis et sans parfois regarder comment ça se passait dans le pays dans lequel les gens vivaient, hein, parce que chaque pays a sa manière pour vérifier ce type de choses pour ses propres pensions. Eh bien, ça s'est passé de manière un peu compliquée et avec un certain nombre de difficultés que nous avons dû corriger au cas par cas et beaucoup de conseillers consulaires ont été mobilisés sur ces sujets pour faire en sorte que des retraites qui avaient été suspendues puissent être rétablies, envoyer des certificats de vie, confirmer des choses. Enfin, ça a été, depuis 1 an et demi, ça a été compliqué. Surtout qu'avec la crise Covid, il y a des moments où il n'était pas raisonnable de demander aux gens de sortir pour rencontrer un consulat qui n'était pas toujours ouvert ou une administration habilitée à certifier, à signer les certificats de vie qui n'était pas toujours non plus ouverte et qui, si même elle était ouverte, ne serait-ce que le fait de sortir pouvait représenter pour une personne âgée un risque. Voilà, donc ça, c'est la question des certificats de vie. On pourra y revenir, mais ça a été c'est toujours une préoccupation majeure et nous travaillons assez souvent avec Union Retraite pour essayer de faire avancer les choses. Dernier point majeur, la question de l'assurance maladie. Alors, 2 choses, et puis après on en arrivera aux questions. Premier principe en France, toute personne qui vit, qui est en France, qui est légalement en France depuis plus de 3 mois, a droit à l'affiliation à l'assurance maladie. Qu'elle paye, qu'elle travaille pas, c'est pas grave. Vous êtes 3 mois en France, peu importe si vous avez des revenus, si vous payez, etc. 3 mois après, vous avez une prise en charge par la PUMA. C'est le principe de la protection universelle maladie qui s'applique à tout le monde.
il n'y a plus une question comme avant. Ça, la PUMA, c'est 2016, c'est plus comme avant où il fallait avoir une personne qui travaille dans la famille et après, il y avait les ayants droit. Maintenant, chaque personne qui est légalement en France, parce qu'elle est légalement en France, elle a droit à l'assurance maladie. Mais il faut avoir 3 mois. Et à partir de là, les choses se mettent en place. Ce qui présente une difficulté, alors, ça répond à une question qui est posée parfois. Tout Français qui vit à l'étranger, qui rentre en France, au bout de 3 mois donc, il aura droit à l'assurance maladie, puisque c'est un principe général. Par contre, un Français qui rentre en France, il faudra qu'il attende 3 mois pour pouvoir avoir s'affilier à l'assurance maladie, sauf s'il était inscrit à la Caisse des Français de l'étranger. Depuis la crise Covid, depuis mars dernier, depuis mars 2020 maintenant, donc un peu plus d'1 an, on s'est mobilisé pour demander au gouvernement de supprimer ces délais de carence de 3 mois. Parce qu'effectivement, et on le voit dans les statistiques, il y a 90 000 Français qui sont rentrés en France au cours de la dernière année, compte tenu de la situation mondiale, et ces chiffres sont probablement sous-évalués. Et donc, en fait, c'était quand même assez paradoxal de savoir qu'il y avait des gens qui revenaient en France parce qu'il y avait une pandémie, parce qu'ils pouvaient être malades, ou parce qu'ils n'avaient plus de situation, ils ne pouvaient plus rester dans leur pays de résidence, et que dans un moment où il y avait une épidémie difficile, on laissait les gens sans assurance maladie pendant 3 mois quand ils rentraient en France. Donc, on s'est mobilisé pour obtenir cette suppression de délai de carence que le gouvernement nous a accordé en mars dernier, et à chaque fois, ça a été repoussé. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois, il a fallu qu'on se batte pour l'obtenir. Mais à chaque fois, on l'a obtenu. Voilà. Aujourd'hui, c'est valable, me semble-t-il, jusqu'à fin juin. Donc, c'est quelque chose, si on n'avait pas eu les élus à des Français de l'étranger, on n'aurait pas eu cette suppression du délai de carence. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il faut remettre des alertes pour que le gouvernement accepte de le remettre en place. Donc aujourd'hui, le délai de carence permet à chaque personne qui rentre en France et qui rentre en France de manière définitive de ne pas attendre 3 mois pour être pris en charge. Par contre, il y a la question même si c'est assez limité actuellement compte tenu de la situation mondiale et de la pandémie, le principe de la carte vitale quand vous êtes retraité, c'est-à-dire de la prise en charge des dépenses lorsque vous avez fait un court séjour en France alors que vous résidez en principe à l'étranger. Jusqu'à 2019, les retraités, les pensionnés du système français, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la durée de cotisation, avaient toujours, par principe, le droit à une prise en charge des soins lors de leur séjour en France, même s'ils étaient résidents à l'étranger, mais lors de courts séjours, ce qui se traduisait dans la grande majorité des cas par l'attribution d'une carte vitale qui permettait de ne pas avoir besoin de refaire des papiers à chaque fois, des affiliations, etc. Et vous étiez en France pendant 1 semaine et vous pouviez l'utiliser pour tout soin en France. Et c'était finalement assez logique puisque vous aviez cotisé et que vous aviez une cotisation qui vous avait permis de vous donner une retraite. Et qu'à partir du moment où vous aviez une retraite, il était pris sur la retraite une cotisation qui vous permettait donc de bénéficier de l'assurance maladie. Le gouvernement, sur proposition là encore des deux mêmes, Madame Genetet et Monsieur Lescure, a supprimé cette possibilité, ou plutôt maintenu cette possibilité, mais que pour les personnes qui avaient cotisé plus de 15 ans. Et donc, le gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale. Quand en plus des mesures défavorables à leurs propres électeurs, ce sont des députés qui les proposent, des députés de la majorité, bien entendu, les choses se font. Et le Sénat peut dire ce qu'il veut, ça ne change rien. L'Assemblée nationale a donc validé cette disposition fin 2018, et à partir du 1er juillet 2019, les personnes qui prenaient leur retraite et qui n'avaient pas eu 15 ans de cotisation en France, n'avaient pas cotisé 15 ans en France, n'avaient non plus droit
à la prise en charge de leurs dépenses de santé lors de séjours, de courts séjours en France, s'ils sont résidents à l'étranger. Voilà, c'est ce que je peux dire globalement, même s'il y a quelques nouveautés ces derniers jours sur ce sujet, et des nouveautés qui ne sont pas favorables. Parce qu'en fait, même chose que pour le délai de carence. Lorsque ça s'est passé, et que finalement, en fait, toutes les personnes qui n'avaient pas cotisé 15 ans se sont vues menacées de perdre ce qu'elles avaient, c'est-à-dire la carte vitale, nous avons énormément protesté. Et donc, en fait, le gouvernement a pris une instruction qui faisait un peu amortisseur. C'est-à-dire que les personnes qui n'étaient pas encore retraitées et donc qui n'avaient pas cette carte vitale, ben, on leur disait, pour l'avoir, il faut 15 ans de cotisation. Mais ceux qui avaient déjà cette carte vitale, l'instruction disait, si vous avez cotisé plus de 10 ans, vous la gardez, et si vous avez cotisé plus de 5 ans, vous la gardez, je ne sais plus combien exactement, quelques années. Bon. Le problème, c'est que des gens, je ne sais pas avec quelle motivation, ont contesté cette instruction au Conseil d'État et que cette instruction a été annulée. Et donc, on se retrouve dans une situation où on avait obtenu cette instruction parce qu'on avait dit quand même, c'est trop dur, on ne peut pas retirer un droit aux gens, trouver un système, un amortisseur. Malheureusement, cet amortisseur, et c'est vrai qu'il était un peu osé, c'est-à-dire que là, pour le coup, le gouvernement, après avoir suivi sa majorité, suivi ses députés qui proposaient de mettre 15 ans sinon rien, le gouvernement avait fait un petit effort. Mais c'était un petit effort qui allait objectivement contre la loi, puisque la loi disait il faut 15 ans pour avoir droit, et qu'ils avaient mis une instruction qui disait ben, dans certaines conditions, il suffit de 5 ans ou il suffit de 10 ans. Ben voilà, ça a été supprimé par le Conseil d'État il y a à peu près un petit mois. Et donc, ben, ça va être encore un nouveau combat pour essayer de trouver une solution, parce que on ne peut pas laisser cette évolution se faire comme ça. Je conçois que ce qu'avait fait le gouvernement n'était pas correct sur le plan législatif et réglementaire, mais il va falloir qu'on revienne dessus. Ça va être un nouveau combat. Voilà, mais enfin, voilà ce que je pouvais dire au début, hein, j'étais déjà un petit peu long, mais en fait, j'ai essayé de le faire en fonction des quelques questions que j'avais déjà, de manière à pouvoir aller plus vite ensuite. Merci beaucoup, Monsieur Lecomte. Merci pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même très complexes. Donc, j'aimerais maintenant aussi remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions. Il y en a eu quand même beaucoup. Certaines de ces questions étaient très personnelles, très pointues aussi, parfois les deux ensemble. Donc, pour ces questions-là, je pense qu'on va les traiter à côté, et pour les autres questions, on va essayer de généraliser au maximum pour que ce soit le plus informatif possible, que ça informe le plus de gens. Voilà. Au début, on va attaquer, il y aura 3 tronçons: fiscalité, retraite, carte vitale, évidemment. La première partie, je pense les 3 premières questions, vous y avez déjà très bien répondu. Donc, pour ce qui est de l'imposition, et corrigez-moi si je me trompe, l'imposition se fait en fonction du lieu où on a gagné l'argent. Et donc là, si on a des revenus qui sont acquis au Canada, dans ce cas-là, ils seront imposés au Canada et il faut bien les déclarer en France si vous êtes en France, et vice-versa. Il n'y a pas de double imposition. Et évidemment, on vous mettra un lien vers la convention entre le Canada, la convention fiscale entre le Canada et la France, si vous avez besoin de plus d'informations. Des petites choses quand même, une petite question ici qui est juste pour bien confirmer que ce soit la logique ici, elle va de bout en bout. On a une question qui demande, enfin une personne qui demande, doit-on contribuer à la CSG si nos pensions sont liées à une carrière au Canada? Donc encore une fois, si les revenus sont acquis au Canada, il n'y a pas d'imposition en France, et ça inclut aussi évidemment la CSG. C'est bien ça? Alors, en première analyse, on doit toujours payer de l'impôt sur les revenus qu'on a dans un pays, mais il ne faut pas oublier la deuxième partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, on est toujours résident fiscal quelque part. Et donc, quand on est résident fiscal dans un pays, il n'est pas interdit au pays de vous demander de déclarer l'ensemble de vos revenus
et de vous imposer sur l'ensemble de vos revenus. Donc, c'est pas je paye mes revenus au Canada, mes impôts sur les revenus canadiens au Canada, et je paye mes impôts sur les revenus français en France, et bonsoir, tout va bien. Ça serait trop simple, parce que ce soit en France ou au Canada, il y a des revenus finalement, en fait, le taux d'imposition, j'imagine qu'il est progressif en fonction du revenu. Et si finalement, en fait, vous répartissez entre les deux pays, enfin, vous répartissez, disons que c'est comme ça que vous avez vos revenus, vous allez vous retrouver avec des taux pas trop élevés des deux côtés, alors que si vous aviez tous vos revenus dans le même pays, vous auriez un taux d'imposition au moins pour la plus haute partie pour une partie de vos revenus qui serait plus élevé. Donc, c'est pour ça que une fois qu'on a dit les revenus canadiens sont imposables au Canada et les revenus ou la fortune canadienne sont imposés au Canada et réciproquement en France, après, il ne faut pas oublier le principe, on est toujours résident fiscal quelque part. Et ça, c'est le point important de la convention de non-double imposition, parce que la convention de non-double imposition vous dit finalement comment conjuguer cette exigence d'être résident fiscal quelque part avec les obligations que ça implique par rapport au pays dont vous êtes résident fiscal, avec les impôts que vous avez déjà payés dans l'autre pays. Parce qu'il ne s'agit pas de vous faire payer deux fois de manière indifférenciée sur le même revenu. Voilà, c'est tout. Mais le plus important, c'est qu'on est toujours résident fiscal quelque part. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette clarification. Yann, est-ce que dans le chat, on avait quelques questions peut-être liées à la fiscalité? Oui, j'ai effectivement quelques questions. Alors, premièrement, je voulais remercier le sénateur de venir vers nos compatriotes. Alors, bonsoir chez vous, Jean-Yves, et on vous remercie d'être parmi nous. Alors, quelques questions en rafale. La première au niveau… Alors, on va revenir sur la carte vitale. Doit-on avoir la carte vitale pour se faire vacciner en France? Alors, je pense que c'est pour le retour en métropole. J'ai ici, au niveau de la TVA, alors une question assez pointue ici. Pour les expatriés qui sont plus de 6 mois hors de France, est-ce toujours possible de faire un achat hors taxe? Alors ça, c'est au niveau de la TVA. Et pour revenir à la retraite, peut-on faire la demande de retraite à partir du Canada et comment? Alors, c'est trois thèmes différents. Sur la question de la vaccination, je dois vous avouer que je ne sais pas. Je pense que, a priori, si les choses se font comme pour les tests en France, les tests PCR sont systématiquement gratuits et on vous ne demande rien d'autre que votre identité, votre numéro de téléphone et votre mail pour pouvoir ensuite vous envoyer le lien qui vous permet d'obtenir le QR code qui confirme que vous êtes positif ou négatif. Puis ce serait logique parce que finalement, en fait, l'important, c'est de vacciner tout le monde. Simplement, il faut pouvoir rentrer dans les catégories qui sont aujourd'hui éligibles à la vaccination. Sur les questions de TVA, oui, bien sûr. Simplement, il faut pouvoir établir devant la douane, quand vous sortez, que si c'est des achats individuels, parce que, bon, bien entendu, toute exportation peut se faire sans TVA à certaines conditions pour les entreprises, mais si c'est des achats individuels, vous pouvez bien entendu avoir un remboursement, mais pour cela, effectivement, il faut faire les choses, il faut tamponner à la douane française que vous êtes bien sorti avec les produits que vous avez achetés, et en général, c'est un certificat d'enregistrement au registre consulaire qui peut faire objet. On a un petit problème avec la Pologne, ça va, avec le réseau Internet, ça va revenir. Jean-Yves, on vous a perdu juste un instant. Est-ce que vous voulez bien reprendre la dernière réponse? Il y a eu un problème? Oui, on vous a perdu juste une petite seconde. Est-ce que vous voulez bien reprendre la dernière réponse? Ah.
Bon, c'est les aléas du direct. On va voir si on peut récupérer. Monsieur Lecomte, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, effectivement, je dois avoir un problème d'Internet. Je vais essayer de voir une chose. Alors, on a quelques petits soucis. Merci de vous assurer Est-ce que que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon ou pas? Oui, c'est parfait. Ouais. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être ma connexion qui est chargée par un de mes enfants. Mais bon. Sur la TVA, vous m'avez entendu ou pas? Pas la dernière partie. Ouais, sur la TVA, bien entendu, vous pouvez faire des achats et être remboursé de la TVA dès lors que vous demandez les papiers qui vous permettent d'être tamponné à la douane. Et normalement, le certificat d'enregistrement au registre consulaire vaut finalement preuve que si vous avez un ticket d'avion pour de retour dans ce pays et que vous avez les biens et que vous avez la facture, que effectivement vous les exportez et donc à partir de là, vous pouvez vous faire rembourser la TVA dès lors que le magasin dans lequel vous avez fait vos achats a fait les documents adéquats. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, pour continuer maintenant, on va changer un petit peu. Alors pour la retraite, dernier point sur la retraite, alors je pourrais vous mettre dans en fait, il faudrait que je vous mette dans le mieux, c'est de regarder par principe, une demande de retraite, dès lors qu'il y a une convention de sécurité sociale, se fait dans le pays de résidence. Donc, je pense que toute demande de retraite, même française, doit passer par le Canada. Et je pense que Francine peut confirmer. C'était justement une de nos questions. Donc oui, c'est ça justement. Non, c'est exact. Il faut faire sa demande au Canada, puis la demande est transférée en France. D'accord, parfait. Alors justement, au niveau des retraites, on a quelques cas, je dirais, particuliers, mais qui peuvent être potentiellement représentatifs d'un certain nombre de gens. On a une question sur les pensions de réversion. Il y a une personne qui a 56 ans et qui nous demande si elle a le droit à une pension de réversion pour son mari qui est décédé en 2014 et qui a travaillé en France pendant 12 ans. Donc, est-ce qu'aujourd'hui… Oui, ça sera très faible. Ça sera probablement, ça dépassera pas peut-être même, ça dépassera probablement pas 150 €, mais sur le principe, oui. Dès lors qu'une personne a plus de 55 ans et devient veuve, il y a la possibilité d'avoir effectivement une pension de réversion dès lors qu'elle a des revenus inférieurs à 20 000 €. Donc voilà, c'est donc voilà, c'est cadré par cela. Donc c'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui arrive. Enfin, c'est conditionné aux revenus et différentiel. D'accord, parfait. Et au niveau du nombre de trimestres de cotisation, on a une personne qui nous dit si une personne a travaillé en France 57 trimestres et il lui manque 3 trimestres, existe-t-il un moyen de contribuer maintenant pour compléter les trimestres manquants? C'est pas la peine. C'est pas la peine parce que la personne, j'imagine, elle a travaillé au Canada aussi. Très probablement, oui. Si elle a continué à travailler au Canada, comme vous faites votre demande via le Canada, si vous habitez au Canada, le Canada sait parfaitement que vous avez travaillé aussi au Canada. Et dès lors que les périodes de cotisation ne se superposent pas, les trimestres cotisés au Canada et qui n'ont pas été cotisés en France, chaque pays paye sa pension, la partie de retraite qu'elle doit,
D'accord? Donc, la France paiera sa partie de retraite, le Canada paiera la sienne. Mais le calcul d'une retraite en France, je vais faire une simplification parce que je vais supposer que la personne n'est pas multipensionnée. Mais globalement, il y a 3 facteurs. Il y a un taux, un prorata du nombre d'années travaillées et les 25 meilleures années. Enfin, si on n'a pas travaillé toute sa carrière, ça va être une proportion de ça. Donc, les 25 meilleures années, c'est sur la base du salaire. Ensuite, vous avez le prorata. Donc, si on a fait 57 trimestres alors qu'il en faut plus, ça va être un prorata. Bon, mais comme il y aura une retraite canadienne, ce n'est pas grave. La problématique, finalement, c'est le taux. Parce que si vous n'avez pas cotisé suffisamment d'années, vous allez avoir un taux réduit. Mais pour avoir le taux plein, on ne va pas prendre simplement le nombre d'années cotisées en France, mais on va ajouter les nombres d'années cotisées en France et au Canada. Sachez toutefois que si vous avez travaillé dans plusieurs pays, ça peut être problématique. Parce que si vous avez travaillé en France et au Canada, on va faire la somme. Mais si vous avez travaillé en France, au Canada et en Allemagne, on ne va pas faire la somme des 3. Parce qu'on va considérer qu'on ne peut pas bénéficier de toutes les conventions de sécurité sociale. Donc, il faudra, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Mais tant qu'on est entre 2 pays ou qu'on est dans l'Union européenne, à partir du moment où, en fait, finalement, vous n'allez, au moment de la retraite, tirer parti que d'une convention, la convention entre la France et le Canada, ou le traité de l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a quelqu'un, il lui manque quelques trimestres, et que c'est parce qu'il a travaillé au Canada pendant beaucoup plus de trimestres, il n'y aura pas d'influence sur le taux de retraite. Bien entendu, comme il aura moins travaillé en France, il aura une retraite un peu plus faible, mais elle sera compensée par la retraite canadienne. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Et alors, une question un peu différente toujours sur les retraites. Au niveau des prélèvements, il y a une personne qui touche depuis fin 2018 des sommes minimes de 3 régimes de retraite françaises et c'est basé sur 15 trimestres de cotisation. Et depuis 2019, elle n'a plus de carte vitale, donc ni droit au remboursement des frais médicaux et ainsi de suite, et elle n'est pas domiciliée en France. Cependant, les caisses de retraite continuent de lui prélever une cotisation d'assurance maladie. Est-ce normal et comment faire pour justement être exonéré? C'est pas normal. Je ne sais pas si c'est la personne que Francine m'avait soumise il y a quelque temps déjà avec ce point, je ne sais pas, mais en tout cas, Francine m'avait soumise à un cas similaire il y a quelques mois, que la CNAF nous a bien confirmé que ce n'était pas logique, qu'elle avait fait une demande, ils avaient fait une demande de remboursement, parce que bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la carte vitale, la personne n'a pas 15 ans de cotisation, donc elle n'a pas droit à cette 15 mois, c'est même pas 15, c'est ni les 5, ni les 10 de l'instruction, ni les 15 ans donc elle avait de toute façon pas droit elle avait plus droit à la carte vitale. Avant, elle y avait droit et elle était prélevée sur de cotisations qui étaient liées au fait qu'elle avait un droit. Maintenant qu'elle l'a plus, elle n'est plus prélevée des cotisations. Mais si on continue, elle devrait plus être prélevée. Si elle continue à être prélevée, c'est qu'il y a un problème. Mais la difficulté, c'est que comme il y a eu cette affaire de 15 ans, 10 ans, 5 ans, et qu'en fait, il faut qu'ils regardent le cas de toutes les personnes. En gros, j'ai le sentiment qu'ils font ça de manière manuelle, un peu bizarre, et qu'effectivement, il faut réclamer. Donc, je ne sais pas si c'est la personne que Francine, sur laquelle Francine m'avait alerté il y a quelques mois, et qui donc m'a permis de voir que ce type de cas existait, et que ce n'était pas normal, et qu'effectivement, même après que la CNAF nous ait déjà dit que ce n'était pas normal, quelques mois après, ça n'avait pas été corrigé. Mais en tout état de cause, il faut réclamer. Et si ce n'est pas la même personne, je porte la réclamation. Voilà. Il faut demander à Francine, parce que si c'est la même, c'est déjà fait. Ça n'a pas été efficace pour l'instant, mais… Je ne pense pas que ce soit la même personne parce que ça a été réglé, cette personne n'est pas revenue, donc elle m'a même annoncé, donc je pense que ce n'est pas la même personne, mais c'est le même sujet. Ouais. C'est le même sujet. Voilà. Parfait. Et je fais un tout petit retour ici sur la qualification des revenus dans le
cadre d'une pension de réversion, je viens de voir la question popper dans le chat, quand on dit revenu, qu'est-ce que ça classifie étant donné que, par exemple, dans le cas de cette personne ici, elles vivent de leurs économies. Donc, est-ce que c'est considéré comme un revenu? Ah ben non, les économies, ce n'est pas des revenus. Parfait. À moins que, les économies engendrent des intérêts. Donc à ce moment-là, les intérêts de revenus sont des revenus. Ok, parfait. Et alors, pour continuer maintenant, vous aviez parlé un petit peu du certificat de vie. On a eu beaucoup de questions de gens qui ne comprenaient pas pourquoi parfois on leur demandait le certificat et parfois on ne leur demandait pas, et pourquoi aussi l'ambassade de France ne le faisait pas gratuitement. Je pense que il doit y avoir un passif, un historique dessus, mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de quoi il en retourne? D'ailleurs, l'ambassade faisait payer les certificats de vie? Non, l'ambassade, ce que les personnes demandent, en fait, elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi on leur demande parfois des certificats de vie, une année, et l'autre, on ne leur demande pas. Et ensuite, ils cherchent à savoir si ce service pourrait être fait gratuitement par l'ambassade. Ah, de toute façon, le service, c'est… le problème, en fait, c'est que théoriquement, dans un certain nombre de pays, on a des dizaines de milliers de retraités. Si on demandait, parce qu'il y a deux types de retraités, il y a les retraités, il y a les Français et il y a les étrangers qui ont travaillé en France et qui vivent à l'étranger. Vous imaginez qu'au Maroc, au Portugal, on a énormément de Marocains, de Portugais qui ont travaillé en France, qui sont retournés dans leur pays et qui sont pensionnés français et qui sont aussi soumis aux questions de certificat de vie. Donc, en fait, les consulats ne seraient franchement pas équipés pour pouvoir valider des dizaines de milliers de certificats de vie par an. Et donc, on demande aux autorités locales de pouvoir le faire aussi. C'est d'ailleurs souvent les autorités locales. Si vous allez sur le site de l'assurance vieillesse et vous faites certificat de vie, vous pouvez aller voir, suivant les pays, on vous dit consulat de France ou autorité locale, et on vous dit quel type d'autorité locale. Je ne sais pas ce que c'est au Canada, mais je sais de toute façon qu'en général, si vous demandez à un consulat, il ne va pas vous refuser, mais le fait est que souvent, vous êtes plus proche de la mairie de l'endroit où vous vivez que du consulat. Et que par conséquent, c'est souvent plus facile d'aller auprès de l'autorité locale demander un certificat de vie. Mais en tout état de cause, c'est vraiment une discussion là qu'il faut y avoir entre les conseillers consulaires, le poste, pour éventuellement faire une évolution. Mais je pense que Francine voulait dire quelque chose. Oui, on a eu de grosses difficultés dernièrement puisqu'on est en période de pseudo-confinement, donc les services des hôtels de ville, des mairies, etc. n'étaient pas disponibles. C'était en général un service qui était offert gratuitement. Les services de police refusent aussi, parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent, etc. Donc, on a eu vraiment des retraités qui, en plus, ne sortaient pas de chez eux, parce qu'ils avaient des craintes sur la situation sanitaire, et donc qui n'avaient plus d'autres moyens de faire signer leur certificat que de faire appel à un avocat. Donc, la personne venait. Donc, moi, j'ai eu des situations où ça a coûté $150 aux personnes parce qu'elles ont fait venir un avocat chez elles pour pouvoir signer le certificat de vie. Je pense qu'on n'a pas besoin de recourir à ces moyens extrêmes. J'en ai parlé au consulat. Il est évident qu'ils ne veulent pas être complètement inondés de demandes, mais si vous avez un problème, contactez-moi et il est possible finalement qu'on puisse les aider avec les moyens technologiques, etc. Donc, si vous êtes dans ce cas, contactez-moi. Mais c'est une difficulté due à la situation sanitaire actuelle. Parfait, merci beaucoup. Yann, est-ce que de ton côté, tu as d'autres questions qui viennent du chat concernant les retraites? Oui, effectivement, je veux revenir sur l'imposition. Alors, Jean-Yves, on a une question sur les revenus locatifs en France.
doit-on indiquer nos revenus canadiens à l'impôt français si on déclare nos revenus locatifs en France? Alors, oui et non. Ce n'est pas une obligation, puisque vous n'avez pas à payer sur vos revenus canadiens. Bon, d'abord, vous devez déclarer vos revenus locatifs en France au fisc français. Bon. Deuxièmement, ces revenus locatifs, ils sont malheureusement chargés de la CSG-CRDS. Et après, vous avez un impôt à payer. Si vous ne déclarez pas vos revenus mondiaux, ce que la France ne vous demande pas de manière automatique, puisque vous n'êtes pas résident fiscal en France, alors vous allez être imposé de manière forfaitaire. Et ça commence, selon mes souvenirs, à 20%. Par contre, si vous considérez, enfin, si vous avez de relativement faibles revenus qui ne conduiraient pas à une imposition, si vous aviez que des revenus français à 20% en France, vous avez intérêt à déclarer au fisc français l'ensemble de vos revenus mondiaux, parce qu'ils ne vont pas vous mettre 20%, dans ce cas-là, au lieu de vous mettre 20% forfaitaire, ils vont vous calculer le taux que vous paieriez en France si ces revenus mondiaux, vous les aviez en France et que vous deviez les payer en France. Donc, quelqu'un qui, par exemple, vit que des 1500 € de revenus locatifs en France et qui vit au Canada avec ça et qui n'a pas d'autres revenus, il n'aura bien entendu pas un impôt de 20% dessus s'il dit, du côté canadien, j'ai rien, ou j'ai par exemple 1000 $ par mois. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais dans un certain nombre de cas, vous avez intérêt à le faire. Et c'est dans votre déclaration de revenus que vous avez les bonnes cases à cocher pour le faire et pour vous permettre de bénéficier de l'imposition au taux moyen, ça s'appelle le taux moyen, plutôt que d'avoir le taux forfaitaire. Et j'en profite, Yann, Alexandre, avant de te redonner la parole, pour répondre à une question qui m'est envoyée dans le chat, mais que tu ne dois pas voir, qui me demande quelle est ma position sur la reconnaissance du concept de résidence principale unique en France pour les Français de l'étranger, qui est un sujet, parce que, bien entendu, quand on habite à l'étranger et qu'on a un bien immobilier qu'on ne loue pas, c'est une résidence secondaire et qu'elle est imposée telle qu'elle. Je sais que c'est douloureux. Il y a un certain nombre de dispositifs provisoires quand on fait une cession au cours des années après être parti de France. Toutefois, est-ce qu'il est plus léger? Alors, je ne vais pas vous dire ce que je pense, mais je vais vous dire ce qu'on peut gagner ou ce qu'on ne peut pas gagner. Parce que toute évolution doit passer par un vote au Parlement. Et au Parlement, il y a 12 sénateurs des Français de l'étranger et plus de 330 autres qui ne représentent pas les Français de l'étranger. Que notre image, souvent on nous dit, mais d'abord vous êtes hors sol. Ensuite, ceux qui ne veulent pas payer l'impôt en France, ils sont partis ailleurs. Alors tout ça, on a des réponses. On dit, mais attendez, il y a les conventions de double imposition. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des conventions, qu'on les a ratifiées, que le Parlement les a ratifiées, on fait les choses dans les règles, etc. Et oui, bien entendu, malheureusement, il y a quelques exilés fiscaux qui sont partis de France, mais c'est loin d'être la majorité. Une bonne partie de Français qui vivent à l'étranger sont partis pour pouvoir justement avoir la possibilité de travailler, parce qu'ils avaient un projet ailleurs, parce qu'ils avaient de la famille ailleurs, pour plein de raisons, mais ce ne sont pas des exilés fiscaux. Bon. Donc déjà, il y a cette image-là. Mais au-delà même de cette image, il y a le sujet de, oui, on est parti pour travailler. Bon.
Quelqu'un qui habite Toulouse et qui trouve un boulot à Lille et qui quitte sa maison de Toulouse pour s'installer à Lille. Est-ce que c'est vraiment différent de quelqu'un qui, au lieu d'aller à Lille, va à Bruxelles? Et est-ce qu'il faudrait qu'on considère que parce que la personne est allée à Lille, c'est légitime de considérer Toulouse comme une maison secondaire et que quand vous êtes à Bruxelles, pas légitime de considérer que c'est une maison secondaire? Vous voyez le problème. Il y a un sujet d'égalité dans tous les cas. Et je sais que il y a certains parlementaires je pourrais vous dire simplement, il ne faudrait pas. D'accord, résidence principale unique est considérée comme bon, pour tous les Français de l'étranger. Ça ne passerait jamais. Je peux vous dire, ça ne passerait jamais. Parce que, bien entendu, ça remet en cause le principe même d'une résidence secondaire. Parce que quelle est la différence entre celui qui est à Lille et celui qui est à Bruxelles s'il a dû déménager? Et c'est pareil ailleurs. Ceci étant, nous nous battons au groupe socialiste pour, non pas la position extrême qui consisterait à dire tout Français qui vit hors de France a droit à une résidence principale unique qui ne serait pas taxée, parce que, compte tenu de ce que je vous dis sur voilà, les autres personnes qui peuvent voyager en France et qui seraient, ça serait quand même pas très juste, mais nous nous battons au minimum pour que lorsque la personne habite dans un pays où les questions de sécurité sont telles qu'à tout moment, elle peut avoir besoin de retourner en France pour simplement protéger sa vie et celle de sa famille, alors oui, dans ces cas-là, la résidence qu'elle a conservée en France soit résidence principale. Nous déposons depuis 2 ans un amendement de ce niveau-là. Je pense que si on le fait sur des questions de sécurité, peut-être que ça peut marcher un jour. Mais je ne pense pas que ça puisse marcher de manière générale. Donc, bien entendu, et il faut espérer que ça restera le cas, ça ne va pas changer la vie des gens du Canada. Mais voilà. Beaucoup de choses, d'accord. Yann, est-ce qu'on a d'autres questions encore une fois? Et je tiens à préciser, merci tout le monde encore une fois pour vos questions. Le chat est en feu, on a des dizaines de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir tout traiter, mais ce qui est certain, c'est qu'on a encore quand même un point fondamental qui sont au niveau des cartes vitales. Donc on va encore prendre quelques questions concernant la retraite et ensuite on va basculer vers les cartes vitales. Yann, je te laisse la parole. Dans le même dossier, au niveau du compte France Connect. Alors, Jean-Yves, vous avez parlé du compte France Connect, on veut revenir là-dessus. Quels sont les bénéfices d'avoir un compte France Connect? Est-ce légalement obligatoire d'en avoir? Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'accéder à certains services, le cas échéant. Bon, voilà. Je dirais que sur le plan pratique, je dois l'avoir puisque je paye mes impôts en France et donc j'ai France Connect. Mais quand j'ai essayé pour d'autres choses de le faire, en particulier pour accéder au point de permis de conduire ou des choses comme ça n'a pas marché. Bon, parce qu'il se trouve que j'ai un tiret sur mon prénom et que dans mon permis de conduire, j'ai pas le tiret, donc ça déconne, ça ne marche pas. Bon, voilà. Donc, ça peut servir. Et donc, il y a une possibilité toujours pour en avoir un via la direction des non-résidents, même lorsque vous n'avez pas d'impôt, mais ça n'est pas une obligation. Vas-y, Thomas. Okay. Merci, Jean. Merci beaucoup. Une dernière chose concernant les retraites, c'est le taux d'imposition minimum. Il y a une personne qui demande, est-ce que, par exemple, une retraite de 10 000 € en France, elle est imposable? Est-ce qu'on est au-dessus, en dessous du taux minimum? Et ensuite, évidemment, comment ça se passe avec le Canada? Donc, on a déjà répondu sur l'imposition par rapport au Canada, mais quel est le seuil finalement d'imposition en France si on a une retraite de 10 000 €? Ah bah si c'est une retraite de 10 000 € sur l'année, je pense que ça va être non imposable. Hein. Parfait. Merci. Mais bon, voilà, dans ces cas-là, mais ça, il faut, voilà, on fait le calcul, mais a priori, à 10 000 € en France, sur l'année, ça va être non imposable. Ok. Très bien. Merci encore une fois pour toutes les explications. Maintenant, on va passer à la carte vitale.
Et donc, la première question, cette personne a droit à une retraite française, mais ne la reçoit toujours pas. Elle aimerait savoir si elle a quand même le droit à la carte vitale, car elle rentre en France cette année. Si elle rentre en France cette année, de toute façon, une fois qu'elle sera en France, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le principe de la PUMA. Donc, une fois qu'elle sera installée en France, elle y a droit. Il y a cette question des 3 mois. Question des 3 mois qui, pour l'instant, est provisoirement abolie jusqu'en juin. Si elle rentre après juin, j'espère que ça sera revenu à la normale. Parce que si on a supprimé le délai, si le délai de carence enfin, si on remet le délai de carence, ça veut dire qu'il n'y a plus la pandémie. Mais de toute façon, si vous retournez vous installer en France, quoi qu'il arrive, que vous soyez retraité ou pas d'ailleurs, hein, dans tous les cas, au bout de 3 mois, vous l'avez. Parfait. Et vous payez, si vous avez des revenus, vous allez payer, si vous avez dans tous les cas, ça bon. Mais vous y avez droit. Et il faut s'affilier à la caisse primaire d'assurance maladie, vous y avez droit. OK. Et alors, autre question, donc dans le cas d'une personne qui continuerait de vivre en dehors de la France, donc est-ce que 15 ans de cotisation continue ou compté par trimestre? Donc, est-ce qu'il faut que ce soit continu ou est-ce que c'est 15 ans au total pour pouvoir bénéficier de la carte vitale? Il y a toujours un moyen de. C'est pas continu. Maintenant, si vous avez fait. Le problème, c'est plus de valider des trimestres. C'est-à-dire que si c'est est-ce que quand si vous travaillez 2 mois, puis que vous repartez, puis que vous refaites encore 2 mois, vous n'allez pas valider nécessairement de trimestre. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous avez validé des trimestres, voilà. Si vous avez validé 4 trimestres, vous avez validé 1 an. Donc, dans ce. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'aujourd'hui subsiste il y a 2 points dans cette loi qui ne sont pas tout à fait clarifiés, à mon sens. C'est moi, je prétends que les 15 ans, ils ne doivent pas être comptabilisés comme cotisation en France, mais comme cotisation dans l'Union européenne. Mais ce n'est pas l'interprétation du gouvernement, mais moi, c'est l'interprétation que je fais des directives européennes qui disent qu'on ne peut pas baser un droit sur autre chose que l'ensemble des cotisations faites dans l'Union. Donc, pour moi, la manière dont la loi qui dit 15 ans de cotisation en France, elle est pour moi contraire au droit européen. Bon, donc ça, il y a déjà j'ai un sujet de discussion avec la loi. Bon. Et deuxième sujet, et là, ce n'est pas un sujet de discussion, j'ai posé une question orale sur ce premier point. Sur le deuxième, c'est qu'il reste effectivement, on s'interroge, 15 ans de cotisation, mais 15 ans de cotisation de quoi? Est-ce que c'est 15 ans de cotisation globaux parce que vous avez travaillé en France et que vous avez cotisé à l'ensemble des assurances sociales? Ou est-ce que c'est 15 ans de cotisation à l'assurance vieillesse, puisqu'on parle de l'assurance vieillesse? Et donc, on pourrait aussi intégrer à ces 15 ans des périodes que vous auriez acquises en payant votre retraite via la caisse, à la CNAV, via la Caisse des Français de l'étranger comme expatrié, ce qui est possible dans certains cas. Voilà, donc ça fait de toute façon ces 15 ans, et ça peut être par petite partie. Moi je dis, il y a un sujet de droit européen qui n'est pas réglé, j'ai posé une question écrite sur ce sujet, et voilà, il y a encore ce sujet dans la loi, c'est 15 ans de cotisation d'assurance, sans que ce soit franchement suffisamment précis pour savoir si c'est vraiment toutes les assurances françaises ou si on peut considérer que la cotisation à l'assurance maladie via la CFE est aussi éligible. Voilà. Mais je dois vous dire qu'actuellement, avec les personnes qui sont en train d'être désinscrites, plus le bénéfice de certaines conventions de sécurité sociale dans un certain nombre de pays qui changent de durée par exemple, quand vous habitez au Maroc, par principe, quand vous êtes retraité, vous avez droit à la prise en charge de vos frais en France si vous êtes pensionné français.
Et donc ça, c'est pas pris en compte. Donc il y a énormément aujourd'hui de difficultés au niveau de l'assurance maladie pour la mise en œuvre de ce dispositif. Et alors, partons du principe qu'une personne est éligible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelles sont les démarches pour l'obtenir depuis le Canada? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur un site en particulier? Est-ce qu'il faut faire une demande courrier? C'est la CPM 77 Seine-et-Marne et Parfait. CNAREF. Et est-ce qu'il faut, alors ça c'est encore une dernière question je pense sur les cartes vitales, est-ce qu'il faut revalider sa carte vitale une fois par an? Ou est-ce qu'une fois qu'on l'a obtenue? Attention, ma réponse de tout à l'heure, elle est valable pour les retraités du régime général. Hein. Okay. Après, vous pouvez avoir des régimes de la fonction publique qui sont spécifiques. Et je ne peux pas vous faire une réponse pour chaque régime. Mais pour le régime général, c'est PM 77. D'accord, parfait. Et alors, donc, concernant la prochaine question, est-ce que une fois qu'on a cette carte vitale, est-ce qu'il faut faire une mise à jour annuelle ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier pour conserver en fait cette carte vitale? Non, vous avez la possibilité d'en faire. Théoriquement, voilà. J'imagine qu'il n'y a pas trop de bornes à l'étranger. Il n'y a pas trop de bornes au Canada. Voilà, faut surtout veiller à ce que, voilà, si vous recevez, surtout dans la période actuelle, où il y a pas mal de flottement parce que les lois sont en train, les règlements, les lois sont vraiment très mal appliqués. Hein. Si vous regardez sur mon blog, j'ai fait un certain nombre de courriers ces dernières semaines sur ce sujet. Il y a vraiment des interprétations, il y a vraiment des difficultés avec ça. Donc, ce n'est pas parce que vous recevez un courrier de votre caisse d'assurance maladie qu'elle a raison. Mais en tout état de cause, si vous n'avez aucune alerte sur le fait que vous ayez un problème, normalement, ça marche. Bon. Si vous avez des alertes, là, il faut commencer à s'inquiéter, à essayer de réagir. Ce n'est pas simple, hein, actuellement. Ok. Et Yann… Ils ne répondent pas, par principe. Ah, bon, d'accord. Yann, est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être sur d'autres sujets, peut-être revenir sur les retraites ou la fiscalité? Une question qui revient souvent, alors je donne une petite pause à Jean-Yves Lecomte, et là je vais me tourner vers notre conseillère. Une question qui revient souvent, Francine, si on veut aller de l'avant et avoir des conseils d'un fiscaliste, est-ce que vous pouvez nous aiguiller pour la démarche de trouver un fiscaliste? Qu'est-ce qu'on a des fiscalistes ici au Canada qui connaissent bien les traités? Est-ce qu'ils sont plus sur le Canada? Est-ce qu'ils sont plus sur la métropole? Si je devais faire recours à un fiscaliste, où dois-je commencer? Ça va être très difficile pour moi de donner le nom de personne. Je ne peux pas me permettre de donner le nom d'une personne ou d'une autre. Il existe des fiscalistes au Canada, il existe des fiscalistes en France. Il y a eu une conférence dernièrement de Français du Monde sur le sujet où il y avait effectivement 2 avocats fiscalistes qui ont parlé de ce sujet, mais moi je ne suis pas à même autorisée à vous donner, c'est comme si vous veniez me demander le nom d'un médecin ou le nom d'un avocat, je ne peux pas vous donner ce genre de choses. Ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner auprès de votre avocat, qui doit avoir, lui des conseils, de vous informer aussi auprès de votre comptable et de poser ces questions et de leur demander, de leur expliquer que voilà, vous êtes assujetti à cette convention fiscale entre les 2 pays et que vous avez des questions spécifiques. Donc, non, en tant que conseiller des Français de l'étranger, nous ne donnons pas le nom, disons, de membres de profession libérale. Merci beaucoup, Francine. Je te repasse la parole, Thomas. Parfait, merci. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui viennent. Certaines questions, je pense, elles sont plutôt dirigées vers le Canada. Donc là, encore une fois, je recommanderais à ces personnes-là de prendre contact avec un fiscaliste au Canada. Pour ce qui est des autres questions qui sont parfois assez personnelles, je dirais, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous écrire directement à Francine Watkins 2021
gmail.com. Et je pense qu'on va pouvoir en fait simplement clore la réunion. Donc Francine, si tu veux bien faire ta conclusion, et Jean-Yves aussi, si vous avez peut-être un message, n'hésitez pas. Ah, Francine, je crois que le micro est coupé. Voilà, j'aimerais remercier le sénateur Jean-Yves Lecomte pour cette mise au point. Vous êtes toujours très nombreux à me solliciter sur ces sujets et j'ai estimé qu'il était important vraiment d'avoir une vision actualisée. Comme l'a dit Thomas, si vous avez des questions spécifiques, je reste à votre disposition, vous pouvez m'écrire et à ce moment-là, nous traiterons vos questions personnelles et individuelles, voilà, en acheminant les questions aux sénateurs au besoin. Donc, cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences et de réunions d'information que j'ai organisé tout au long de mon mandat pour vous tenir informés. J'aimerais également vous annoncer 2 réunions et 2 conférences qui sont susceptibles de vous intéresser. Le mercredi 12 mai, de 18h30 à 19h30, nous accueillerons Léandra Desjardins, psychologue clinicienne et chercheuse au CHU Sainte-Justine à Montréal, et Thomas Vanté, thérapeute en santé mentale, espace jeunesse du Centre francophone du Grand Toronto, qui parleront de l'impact de la pandémie sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Je sais que cette conférence trouvera un grand écho auprès des parents qui s'inquiètent vraiment des conséquences des mesures sanitaires liées à la Covid sur l'équilibre psychologique de leurs enfants. Le mercredi 19 mai, de 18h à 19h, ce sont 3 membres de l'équipe, Solange Strom, Sabine Soumaré et moi-même, qui viendront vous parler de l'entrepreneuriat au féminin à l'ère de la Covid, un sujet qui est d'actualité puisque la pandémie a touché les femmes de manière disproportionnée. Réservez dès maintenant ces dates dans votre calendrier. J'aimerais vous rappeler aussi quelques dates électorales importantes. Pour la première fois, vous allez pouvoir voter par Internet du 21 au 26 mai, à compter et jusqu'à midi, heure de Paris. Donc, faites attention parce que le 26 mai, il sera 6 heures du matin lorsque vous ne pourrez plus voter. Donc, ça sera certainement jusqu'au 25 mai. Donc, vous trouverez sur le site francinewatkins2021.com un tutoriel vous expliquant comment pouvoir voter par Internet. Vous pourrez également voter par procuration et à l'urne le 29 mai, soit au Consulat général de France à Toronto et à l'ambassade de France à Ottawa. Pour la première fois, vous pouvez aussi établir une procuration en ligne, mais il vous faudra toujours vous rendre au consulat ou à l'ambassade pour la faire valider. Si vous avez besoin d'aide à propos des modalités de vote ou de toute autre question, n'hésitez pas à nous écrire à francinewatkins2021@gmail.com. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous et de vos proches et à mercredi. Merci. Jean-Yves, est-ce que tu... Un mot, n'hésite pas. Jean-Yves, tu as quelque chose? Oui. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci à Francine, à Thomas, à Yann, à tous les organisateurs de cet échange. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets et de voir aussi l'évolution des questions qui peuvent être posées. Je viens de vous mettre mon blog au cas où vous auriez besoin. Le rapport auquel je faisais référence a dû être publié fin juillet ou en août, parce que les choses peuvent être retrouvées de manière chronologique. Ou si vous avez des questions complémentaires qui ne touchent pas que des situations canadiennes ou qui méritent des interventions en France. En tout cas, vous avez compris que finalement, pour essayer de faire évoluer ces sujets dans le sens qui prend correctement en compte la situation des Français qui vivent hors de France, les parlementaires et aussi les délégués, les conseillers des Français de l'étranger sont importants. Parce que c'est ensemble finalement qu'on peut regarder, on fait interface entre les situations locales, les difficultés qu'il peut y avoir dans la mise en place des dispositions législatives en France et les évolutions.
Et finalement, plus on est fort quand il y a des élections, plus ceux qui sont élus sont capables de porter ces sujets vis-à-vis de l'administration, et mieux c'est pour tout le monde. C'est pour ça que les élections sont importantes, parce qu'il faut choisir des gens capables de porter ces sujets et qui ont la légitimité de les porter, parce qu'ils sont finalement élus par une partie significative de l'électorat. Et donc, voilà, je ne peux que vous inciter à participer aux élections qui auront lieu soit par Internet, soit le 29 mai, en espérant que d'ici là, la situation sanitaire se sera suffisamment améliorée pour que chacun n'ait pas de difficultés pour se déplacer et pour aller à l'urne s'il n'a pas pu voter par Internet, en espérant que le Canada évoluera un peu comme ce qui se passe en Europe ces derniers jours, c'est-à-dire que voilà, les choses faiblissent un peu et que la vaccination nous permette durablement de revenir à une situation qui nous permette de nous retrouver. Alors, c'est toujours bien de pouvoir se faire des réunions de cette nature. Je préfère les réunions que j'ai tenues il y a 2 ans à Toronto ou à Ottawa que des réunions de cette nature. C'est quand même plus convivial. Mais en tout état de cause, merci et à votre disposition pour la suite et bravo à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci, au revoir. Merci.